Bonjour à toutes, on est là pour le deuxième épisode de La parole aux pros. Aujourd'hui un épisode spécial avec, la nouvelle édition et Julien qui représente cette entreprise. Est-ce que toi tu pourrais te présenter déjà? Oui, Blackstar, je te remercie pour l'accueil. Donc, je m'appelle Julien Letiers, je suis l'actuel président de La Nouvelle Édition, une société qui édite des light novels, des romans japonais pour jeunes adultes et adolescents en France et dans le monde entier. D'accord, bah, je te remercie. On a déjà quelques personnes sur le live, Fallen Angel, Ophélie, Vincent, Damien. Merci, d'être déjà parmi nous. On va faire une plus ample présentation parce que tout le monde n'est pas forcément familiarisé au light novel. Est-ce que tu pourrais, nous expliquer, dans les grandes lignes, qu'est-ce que c'est, ce média qui est utilisé, là-bas? Alors, le light novel, c'est principalement ce qu'on peut appeler en France du roman de gare. C'est des petits romans qui font entre 200 et 300 pages, qui se lisent rapidement, entre 4 et 5 heures de lecture, et qui sont généralement emportés lorsqu'on vient faire un voyage en train ou un grand déplacement et qui permettent du coup de passer le temps plus rapidement. Pour les caractériser, c'est vraiment des œuvres qui se basent sur les codes du manga, donc ça va être une lecture très facile, qui se base beaucoup sur des dialogues, beaucoup moins de descriptions. Après on retrouve pas mal d'illustrations au sein de l'œuvre qui permettent de mettre en image les moments forts du roman. Et ensuite, on a des thèmes, on va dire, qui sont, aussi riches et variés que ce que l'on peut retrouver sur les mangas ou sur les animés, comme du fantasy, de la comédie, on va dire aussi pas mal d'histoires qui se passent dans des lycées. Donc c'est vraiment des thèmes larges et variés et qui plaisent principalement à des publics jeunes, des jeunes adultes, on va dire, entre, 10 et 35 ans, pour la moyenne d'âge des lecteurs qui lisent ce type de médias-là. D'accord. Sachez, pour les lecteurs pour les streamers qui nous suivent, que beaucoup de light novels, sont à l'origine d'œuvres cultes, qui sont dans notre paysage depuis quelques années. Heu, Par exemple, un des gros titres qui a fait beaucoup parler de lui, c'est Sword Art Online. À la base, c'est un light novel, mais il y en a beaucoup d'autres, comme Durarara, comme Index, comme et bien d'autres. Donc c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans le paysage japonais depuis pas mal d'années. Ça a fait des incursions, de ci, de là, en France, par divers éditeurs. Des fois ça a marché, des fois ça marche pas bien. Et on a justement la Novelle qui s'est lancée dans le marché. Petite spécificité, c'est qu'il y a très peu d'éditeurs qui font exclusivement du light novel. Il y en a certains, ils l'intègrent dans leur collection parce qu'il y a un parallèle avec des séries qu'ils ont déjà, notamment des adaptations en manga. À l'heure où je parle, je crois qu'il y a que 2 éditeurs, il y a Offelb et La Novelle qui font exclusivement, du light novel et encore Offelb, ils sont liés aussi à Ototo, Taifu, donc il y a une passerelle qui est déjà présente, ce qui est pas forcément le cas pour, la nouvelle édition. Est-ce que justement Julien, tu pourrais, nous parler de la genèse de la nouvelle? Comment ça s'est, construit? Ça c'est en gestation depuis combien de temps? Le lancement, il a eu lieu quand? Alors, il a eu lieu en septembre 2019, si mes souvenirs sont bons. C'est un de nos partenaires, J-Novel Club, qui a annoncé, la création de la société et l'acquisition d'une licence, sur un salon où il était présent au Canada, enfin au Québec plus précisément. Donc en fait, c'était pour l'annonce de la série Infinite d'Androgramme. La société était déjà en gestation depuis le début de l'année 2019 et c'est vraiment la réunion de 5 passionnés autour de la culture japonaise. Ils se sont dit: «Bah, voilà, on est vraiment frustrés de pas avoir la fin de cette saison d'animé, ou d'avoir ce manga qui se coupe en plein milieu ou à la fin d'un arc narratif, mais on n'a pas le dénouement complet de l'histoire». Et on s'était dit: «Bah, si on allait chercher ces histoires-là à la source, si on allait vraiment, apporter l'origine des mangas et l'origine des séries animées qu'on voit au public français et renforcer cette œuvre du light novel-là que l'on peut avoir en France». Donc, il y a eu tout un temps de recherche sur la licence
à offrir en premier. Et donc au travers de ce partenariat-là, on a pu sortir Infinite Dendrogram et caler la sortie du premier volume sur du coup, la sortie de l'animé qui était prévue en janvier 2020, donc sur la partie, hiver 2020. Donc c'est Mmh, comme ça qu'est née la société. d'accord. Du coup, vous avez pour le moment 2 licences qui sont annoncées, Infinite Detogram et Detective Eye. Est-ce que tu pourrais les présenter chacune l'un après l'autre? On va commencer par Infinite parce que c'est la première qui est sortie. Tout à fait, donc dans Infinite, on suit Reiji, donc qui est le héros principal. Donc en fait, il décide de se mettre à un jeu qui est un VR MMO. Et en fait, on apprend dans cette histoire qu'il n'a pas voulu commencer pour vraiment finir ses études et être sûr que ses études étaient réussies avant de s'investir dans un jeu vidéo. Et en fait, juste avant son entrée à la fac, où c'est un peu plus cool, il décide d'acheter le jeu et en fait de rejoindre son frère qui joue déjà à ce jeu-là, heu et donc de participer à de nouvelles aventures. Ce qui différencie vraiment cet univers, c'est qu'on arrive vraiment dans un univers qui est complet et puissant. Donc le héros, par exemple, quand il arrive dans l'univers d'Infinite Dendrogram, ce qui caractérise ce monde-là, ça va être le côté réaliste de l'interaction qu'il va avoir avec aussi bien les joueurs qui sont avec lui, que les personnes, que les PNJ en fait, que les personnes qui rentrent en interaction, dans le jeu. Et en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de limite à ce qu'il peut faire. On peut très bien, commencer des quêtes, très haut niveau dès le début. C'est vraiment l'interaction avec le monde qui crée les opportunités de jeu. Et donc ça va créer plein d'interactions et plein de quiproquos ou plein de scènes un petit peu, assez amusantes où on va se rendre ça va aussi nous amener à nous poser une question, à se demander un petit peu: «Est-ce que les PNJ sont vraiment, des programmes ou est-ce qu'ils sont pas un petit peu humains comme nous, au vu du niveau d'interaction qu'on peut avoir?» Donc on voit vraiment ce personnage, traverser des épreuves, tuer des monstres, tout ce qu'on peut retrouver dans un univers de VR MMO, normal, mais avec cette implication dans l'univers qui est beaucoup plus importante, tant sur la géopolitique que sur les États, que sur les guerres qu'il peut y avoir entre les pays. Donc c'est un univers ultra complet et ultra développé. Et donc Reiji nous sert de héros et on suit ses aventures, au travers d'une montée en niveau, tout ce qu'il y a de plus classique dans le jeu de rôle. D'accord. Il me semble que Infinite Retrogram, quand il est sorti, il y avait un contexte assez particulier. Pourquoi c'est votre première licence? Comment ça s'est passé au niveau de l'acquisition? Un peu la période de sortie, on a v parce que pour la sortie, ça a eu lieu pendant le confinement, si je dis pas de bêtises. Là où on avait beaucoup d'éditeurs qui ont dit, «On va repousser, un maximum nos sorties», là, on a vu la nouvelle qui a quand même, sorti, sa publication. Est-ce que tu peux nous en parler plus en détail? Oui, alors c'était un choix qui a alors on a dans un premier temps, on a toujours fait le choix au niveau de la maison d'édition de publier nos light novels en numérique un mois, avant le format papier. Donc, quand le premier confinement est arrivé, heu, ça nous a, repoussé la sortie, on va dire, du volume papier, hem, de quelques mois, mais on s'est concentré sur le fait de vouloir quand même offrir, la licence au lecteur numérique et de montrer aux gens qu'on le travail était fait, le volume était prêt et qu'ils pouvaient quand même via ce média-là le trouver. Ce que l'on a décidé, lors du confinement, c'était de repousser du coup la sortie du premier volume de quelques mois pour sortir le second volume en même temps et donc offrir une possibilité plus importante au lecteur, hem, d'avoir une suite de l'œuvre aussi et d'avoir aussi des réductions sur la boutique vis-à-vis des frais de port. Donc c'était un choix commercial et aussi un petit peu, hem, heu, enfin un choix de vouloir aussi mettre en avant les libraires et attendre que les libraires ouvrent, pour pouvoir proposer l'œuvre à tout le monde et au plus grand nombre. D'accord. Et du coup, comment elle s'est passée l'acquisition de cette licence? Ça s'est fait du coup, au travers d'un partenaire qui nous avait contactés, courant d'année 2019. On recherchait plusieurs licences et c'est un petit peu lui qui nous a guidés vers cette licence. On avait déjà repéré la licence dans un catalogue, on va dire, un petit peu plus important et quand il nous a annoncé que l'animé, sortait début 2020, pour nous, c'était un petit peu, comme pas comme une révélation, mais un choix important pour nous dire: «On va bénéficier aussi d'une promotion,
intéressante, d'une exposition intéressante en France aussi, d'une communication, on va dire, avec l'ayant droit, français de l'animé intéressante. Donc c'était vraiment ça qui nous a poussés vers le choix de cette licence. En plus d'un univers fort, on est tous un petit peu des joueurs aussi dans l'équipe, donc ça s'est un petit peu révélé comme une, heu, comme une nécessité de sortir cette licence-là en France. D'accord. Bah, justement, on va peut-être se regarder le trailer de l'adaptation animée qui est paru, qui est dispo sur Wakanim et qui est sorti en 2020. Voilà. Donc on a pu voir quelques images, de l'anime. Du coup, votre sortie, light novel, elle est sortie en numérique, avec un premier tome, durant la diffusion de l'anime sur Wakanim. Est-ce que vous avez pu trouver un certain écho en fait, justement, avec Wakanim pour pouvoir, promouvoir le titre? Oui, il y a eu une très bonne collaboration de la part de toute l'équipe de Wakanim, tant sur le travail, on va dire, en arrière-plan avec notre traducteur pour essayer de garder l'univers tous les termes liés à l'univers les plus communs possibles, tout ce qu'on peut trouver sur les noms de villes, les noms des personnages, essayer de garder un maximum la même écriture, et aussi sur le côté, promotion commerciale de l'œuvre où il y a eu des concours qui ont été organisés avec Wakanim. Il y a eu aussi énormément d'écoute de leur part et d'attente, donc ça a été vraiment une très belle opportunité pour nous de travailler avec eux et on garde encore, à l'heure actuelle d'excellents contacts avec eux pour continuer de mettre en avant l'œuvre au fur et à mesure où les volumes sortent. Pour donner un petit aperçu, la saison 1 en fait couvre les 5 premiers volumes, du light novel. Donc du coup, jusqu'à au volume qui sort ce mois-ci, dans le 29 en numérique, heu, on aura fini, ça y est, la couverture de l'animé. Donc tous les volumes qui vont sortir après vont attaquer de nouveaux arcs narratifs et rentrer dans une histoire totalement inédite. Mmh, d'accord. Alors je reviens un petit peu sur le chat, vu qu'a priori l'adaptation a été assez, discutée. Disons qu'il y a pas mal de commentaires qui sont, différents, soit en critique, soit on est pour l'anime. Toi d'un point de vue personnel, tu l'as trouvé comment l'adaptation? Hem En l'apprenant sans compter sans regarder le light novel, je l'ai trouvé bien. J'ai bien aimé comment l'histoire avait été présentée. Après, l'animation au début était un petit peu poussive, on va dire, mais ça s'est nettement amélioré sur la deuxième partie de l'animé à partir de l'épisode 6-7. Il y a vraiment un énorme effort qui a été fait et l'histoire au final est plutôt bien gérée et se clôture et ils arrivent quand même à clôturer l'arc, mais à laisser une petite porte ouverte sur la scène de fin. Donc je trouve que ça a été plutôt bien géré dans l'ensemble. Après, on n'est pas sur une énorme série aussi à gros budget. Donc derrière, ils ont fait avec les moyens qu'ils avaient à l'époque et je trouve qu'ils s'en sont vraiment bien tirés pour promouvoir la série.
D'accord et concernant, les ayants droit, qu'ils soient US ou enfin les éditeurs du light novel, US ou les ayants droit japonais, ils ont trouvé ça comment le retour, de l'anime et justement, des plans médias qui ont pu être, mis en place des éditeurs des light novels, à l'étranger? Tu as eu un Heu, retour là-dessus ou pas? alors j'ai pas eu spécialement de retour, mais je peux parler de l'expérience qu'on a eue pour, promouvoir un petit peu, le light novel en France, qui était à chaque fois fait en conjointement avec Wakanim pour vraiment apporter une couverture la plus, complète et globale possible. Hem, L'ayant droit a été à chaque fois, ravi de tout ce qu'on a pu mettre en place et de la manière dont on a pu le faire. Au final, à chaque fois qu'on a pu, discuter avec eux et leur présenter les choses, ils étaient vraiment ouverts et ils ont fait à chaque fois le maximum pour que ça se réalise et pour que ça se fasse dans d'excellentes conditions. Donc on n'a vraiment eu aucune barrière qui a été posée par l'ayant droit. On a pu proposer tout ce qu'on voulait pour réaliser la communication. D'accord et ça malgré le confinement? Parce que moi j'ai entendu des échos surtout après moi je suis plus la sphère manga, mais j'ai entendu que, tout ce qui était, délai de réponse ou ce genre de choses ou, validation des ayants droit avait eu beaucoup ralenti, pendant, tout ce qui était, confinement et ce qui s'ensuit. Toi, tu as senti, une espèce de transition entre l'avant, covid où vous étiez en train de préparer la sortie du titre et l'après-sortie tome 1, on va dire, vu que c'est un peu arrivé, un peu après le confinement de notre côté. Alors pas vraiment, alors après c'est vraiment spécifique à Hobby Japan, c'est-à-dire l'ayant droit, qui possède les droits, sur Infinite Dendrogram. On n'a pas vraiment ressenti de, comment dire? De coupure ou quoi que ce soit, vis-à-vis du covid. La communication est restée toujours très ouverte et très fluide avec eux. Il y a jamais eu trop de délais, ou on va dire qu'on a toujours prévu le délai maximum dans nos plannings pour s'assurer qu'ils aient le temps de répondre derrière. Donc pour nous, ça nous a pas trop, on va dire, impacté de ce point de vue-là. Hem, on a eu vraiment une très bonne relation et de très bons retours avec eux, donc de ce côté-là, on n'a pas été impacté. Mais c'est vraiment qu'un éditeur. Après, généraliser ça à l'ensemble de la sphère éditoriale, ça peut être compliqué, vu que certaines maisons d'édition ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Certaines vont gérer les relations à l'international, en direct, d'autres vont passer par des sociétés tiers comme des agents spécifiques et donc ça rajoute des intermédiaires qui peuvent rallonger les délais parfois. D'accord. Là, on va se pencher un peu plus sur la sphère française. Vu qu'en fait, vous avez une sortie numérique qui s'est faite, qui elle a pas été, spécialement repoussée, je crois en mars et Oui. la sortie, du physique. Est-ce que tu peux nous parler un peu du système de distribution des bouquins en France? Vous, quelle forme vous avez adopté, là-dessus? Sur, la disponibilité de vos titres, en librairie, en grande surface ou autre? Et et pourquoi en fait votre choix en fait là-dessus? Alors en fait, on a, ce qu'on appelle le cercle du livre en France. C'est quelque chose qui fait que les auteurs vont être dépendants des éditeurs, les éditeurs vont être dépendants des diffuseurs-distributeurs et les diffuseurs-distributeurs vont ensuite communiquer, aux libraires. Donc toute cette chaîne du livre, est très importante et les diffuseurs-distributeurs tiennent une place essentielle dans parce qu'en fait, c'est eux qui viennent, approvisionner directement les librairies au travers de leur réseau de diffusion de distribution. À partir du moment où le covid est arrivé et où les librairies ont fermé, on a dû trouver des solutions pour, atteindre directement les libraires puisqu'on n'a pas eu l'opportunité de sceller de partenariats commerciaux avec un diffuseur-distributeur. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place derrière notre boutique pour laisser l'opportunité aux gens de commenter directement chez nous les œuvres. Et donc qu'elle soit, toujours accessible au public et au plus grand nombre. On a essayé en fait de parer à ce problème-là en trouvant nos solutions en interne et en mettant en place nos propres solutions. D'accord. Donc là, du coup, ce qui se passe, c'est qu'au lieu d'avoir, au lieu d'imprimer, ton bouquin chez un éditeur, enfin chez une imprimerie et qu'il soit envoyé directement chez un distributeur-diffuseur, vous récupérez les tomes et ensuite vous les envoyez directement aux particuliers ou aux libraires, c'est ça? Tout à fait, c'est exactement ça. Les bouquins donc sont imprimés en France,
sont imprimés en France, sont livrés directement chez moi et après on s'occupe de les expédier directement aux clients. Donc on gère vraiment toute la chaîne d'approvisionnement de nos livres pour le moment. D'accord et qu'est-ce que ça engendre comme, comme complexité? Toi, tu l'as vécu comment, en fait, justement, de faire toi-même, cette distribution et quelles sont les difficultés que tu peux rencontrer par rapport à ça? Quelle charge de travail supplémentaire ça peut, reposer sur vos épaules? Alors c'est une grosse charge de travail parce que ça a été de trouver les emballages appropriés pour envoyer les livres et qu'ils arrivent surtout en excellent état. On sait que la communauté de fans de light novel est très précautionneuse envers ses livres et donc, trouver, le bon emballage et la manière de protéger les livres proprement, avec la poste, ça a été toute une étape, un long process de travail. À l'heure actuelle, on a de bons retours sur ce qu'on arrive à faire, et derrière, ça nous rajoute, je dirais, une demi-journée de travail par semaine pour faire toutes les expéditions et une demi-journée, enfin 2-3 heures supplémentaires pour faire l'aller-retour au centre de tri et déposer directement les colis en main propre pour être sûr qu'il y ait pas de problème. Mais ça nous engendre quand même des petits soucis d'expédition, des colis qui arrivent un petit peu cassés, mais ça, c'est le lot de toute personne qui passe par la poste. Donc on traite avec et on essaie d'être le plus prompt à répondre aux demandes de nos clients et aux petits soucis qu'ils peuvent rencontrer. D'accord et du coup côté, est-ce que, cette, chaîne d'approvisionnement qui est assez spécifique à votre maison d'édition, ça vous a permis par exemple de faire des opérations qui auraient pas pu être possibles si vous étiez directement avec un distributeur ou pas? Oui, ça nous a permis de maintenir un rythme de parution, très court entre les volumes. On a toujours maintenu entre 3 et 4 mois, entre chaque sortie de livre, du fait qu'on soit maître de notre, réception de matériel et du coup des expéditions de livres. Derrière, on ne s'est pas fait imposer de report de date de sortie ou tout ce que l'on a pu voir, par exemple, sur le mois de décembre auprès des distributeurs qui étaient surchargés de travail que pas mal d'éditeurs avaient mis en pause leur sortie, lors du second confinement et donc il y a eu pas mal de volumes qui ont été repoussés au premier semestre 2021 parce que justement décembre 2020 était vraiment surchargé en sorties et c'était la grosse folie auprès des libraires. Donc ça nous a permis de gérer, on va dire, directement notre stock, de maintenir un rythme de parution, très stable entre les volumes et donc de proposer quelque chose, de concret et de stable à tous nos clients derrière. D'accord. Alors là, on va parler, peut-être, de quelque chose qui est un peu lié, mais qui est un peu différent. Le public au niveau, du light novel en France, il y a selon les éditeurs, tu peux avoir, certains positionnements qui sont différents. Toi, tu considères que les lecteurs du light novel en France, ça peut être qui? Enfin, qui tu vas essayer de toucher, de par tes campagnes marketing, de par tes, de par les opérations que vous essayez de mettre en place? Vous allez vous tendre vers quel public? Ça va être principalement un public qui connaît déjà un petit peu le monde de la japanimation, du manga. Hem, En fait, ça va être quelqu'un qui va être naturellement attiré par les illustrations ou ce genre de choses. Ça va être un public jeune, on va dire entre, 10 et 35 ans et ça va être, un public qui aime déjà lire aussi à la base. On a essayé aussi d'adapter notre format de roman pour pas se retrouver face aux problèmes qu'on peut avoir sur les livres jeunesse, par exemple, où on se retrouve avec des pavés de 300 ou 400 pages qui peuvent un petit peu rebuter les lecteurs qui sont pas habitués à ce genre d'œuvre. Donc c'est pour ça qu'on essaie de maintenir, les romans, à 200-250 pages, avec une écriture normale, pas trop grosse, pas trop petite, pour aussi limiter cette taille de volume-là et essayer de tenter aussi à apporter plus de lecteurs, en ayant des images et des illustrations de belle qualité, à l'intérieur des romans. D'accord et pour dériver un petit peu, hem, en termes de chiffre de vente, ou de tomes vendus, vous avez, comment dire? Vous avez vu, quel, pourcentage en termes de vente numérique comparé aux ventes papier? Heu, non, on est à peu près sur, 10 de vente papier pour 10 de vente numérique pour 90 de vente papier. D'accord, Donc, les ventes numériques en France sont vraiment, pas anecdotiques, mais c'est, quelque chose qui a du mal à s'imposer pour l'instant. On essaie de le mettre en avant parce qu'on crée vraiment aussi nos fichiers en interne et on est aussi maître de ça directement. On passe pas par une société externe.
Donc on essaie d'apporter un fichier le plus propre possible pour qu'un maximum de monde puisse l'exploiter sur n'importe quel format que ce soit, téléphone, liseuse, ou même ordinateur. D'accord. Alors je vais rentrer dans quelque chose de plus financier. Hem, Est-ce que tu peux, déterminer le seuil de rentabilité d'un light novel? Il faut que tu l'écoules à peu près combien d'exemplaires pour que, vous arriviez à rembourser, les frais en fait d'acquisition, de de mise en page ou d'impression, d'un titre? Pour l'instant, je dirais aux alentours de 800 livres. C'est ce qu'il nous faut pour vraiment rembourser tous les frais de traduction, d'adaptation, d'impression et d'acquisition de licence. D'accord. Il me semble que, au niveau de la Novelle, pour le moment, il y a qu'une personne qui est salariée chez vous, c'est si j'ai bien compris, Oui, c'est ça? tout à fait, une seule personne est salariée, c'est notre traducteur Aurélien. Tout le reste de l'équipe, bosse, on va dire, sur son temps libre ou de manière, en fait, a investi de l'argent dans la société et du coup bosse sur son temps à côté pour pouvoir effectuer le travail qui est nécessaire. Donc c'est Mmh, vraiment un investissement personnel et financier de la part de tous les membres de l'équipe. d'accord et du coup aussi, je ne sais pas si tu as fait une étude par rapport à ça, mais faudrait, réévaluer le seuil de rentabilité à combien si on voudrait que les personnes qui sont dans le projet puissent être aussi salariées, en fait, au niveau de l'entreprise? Je dirais, heu, 1 000 livres serait un bon seuil, entre 1 000 et 1 250 livres à peu près. OK, d'accord et pour le moment, en termes de retour par rapport aux ventes, vous êtes en dessous, vous êtes au-dessus? Comment Pour l'instant, on est, légèrement en dessous, mais on s'y attendait de par le contexte un petit peu particulier qui se passe en France à l'heure actuelle. Hem, c'est pour ça aussi qu'on a fait sur le mois de janvier la campagne Ulule. C'était pour aussi, donner un coup de souffle à la maison d'édition et apporter ce financement qui nous manquait, ces derniers temps. Donc on savait que ça allait être comment dire? Une année difficile. On pensait que les salons allaient pouvoir un petit peu nous sauver, nous permettre de rencontrer les fans directement et d'accéder à ce seuil de rentabilité. Malheureusement, les salons ont fermé les uns après les autres et ont été repoussés au fur et à mesure où la pandémie, s'est étendue en France. Donc ça nous a un petit peu coupé l'herbe sous le pied, pour pas mal d'événements et pour pas mal d'événements justement où on s'attendait à un second souffle financier et où on avait préparé pas mal de choses. d'accord et concernant justement les opérations que vous aviez prévues, que ce soit des présences en salon ou autres, vous avez trouvé des solutions pour rebondir, pour quand même essayer de pousser le titre, au-delà de ça ou pas? Oui, tout à fait, il y a eu un partenariat avec JM Productions qui comment dire? Pour la promotion d'Infinite Dendrogram qui a été fait sur courant septembre, où, ils ont en même temps, annoncé, la création de leur VTubeuse. Du coup, ça a été, quelque chose d'assez important pour nous. Il y a eu une grosse campagne de communication sur Paris, auprès de leurs libraires partenaires, auprès de plein de restaurants, des distributions de flyers. Donc on a vraiment essayé de se diversifier et d'apporter un second souffle à notre communication, à la rentrée scolaire, on va dire. D'accord et vous avez, comment vous avez retrouvé l'accueil des libraires par rapport à la sortie des tomes? C'est un combat de tous les jours puisque, les libraires, eux aussi, ont dû faire face à des changements importants et à des investissements importants. Ils ont dû mettre en place le click and collect et gérer aussi, l'acheminement de colis, de leur côté, chose qu'ils ne faisaient pas spécialement, auparavant. Donc ça a été une grosse campagne aussi de contact, d'appel des libraires pour leur rappeler un petit peu qu'on était là et leur signaler nos sorties. Ils ont répondu présent pour une grande partie, sur ceux qui avaient commandé les 2 premiers volumes au niveau du troisième volume. Donc on a été content de tout ce qui a été mis en place, pour le moment avec les libraires. D'accord et mince, je me perds dans mes pensées. Hem, Au niveau des libraires avec lesquels vous avez des contacts, c'est exclusivement, des libraires spé manga qui sont indépendants ou ça peut être autant, des grandes chaînes qui font autant du manga que, du roman, que autre chose? Ça se passe comment en fait? Non, c'est vraiment des libraires qui sont spé manga pour l'instant, donc ça se passe
globalement très bien avec eux. Ils nous ont permis aussi d'avoir pas mal de retours sur les livres, sur comment, apporter, améliorer la qualité de nos livres aussi. On a eu des échanges vraiment super intéressants avec eux. Donc ça a été très très positif dans ce sens-là et c'est vraiment des libraires qui sont spécialisés dans le manga principalement. Pour D'accord. les contacts qu'on a eus avec des libraires plus spécialisés BD, c'était pas trop leur cœur de cible et leurs clients actuels, donc on a eu un retour, on va dire, un petit peu plus mitigé de ce côté-là. D'accord. Et donc là, on a parlé principalement d'Infinite Datagram. Est-ce que tu pourrais nous présenter votre deuxième licence Détective Eye qui va, bientôt sortir? Oui, alors, elle est déjà sortie en décembre, en numérique, mais du coup, elle va bientôt sortir en papier aussi. Donc Détective AI, c'est, l'histoire d'un adolescent qui découvre que son père est décédé et en fait, son père est décédé dans des conditions un petit peu particulières. On découvre qu'il est mort et en fait, la pièce dans laquelle il se trouvait était fermée de l'intérieur. Donc la police suppose à un suicide, mais le fils, on va dire, ne pense pas ça et donc en fait, on apprend que le père du héros, était un chercheur dans le domaine de l'intelligence artificielle et en fait, notre héros va trouver à un moment une carte SD sur laquelle se trouve une intelligence artificielle que son père a créée et donc en fait, il va découvrir que son père n'en a pas créé qu'une seule, mais en a créé 2 pour les faire un petit peu se combattre. Donc on a IA et AI et on va avoir une intelligence artificielle détective et une intelligence artificielle criminelle. Et en fait, ces 2 intelligences artificielles avaient été créées par son père pour justement entrer en compétition et se faire monter en compétences l'une ou l'autre. Chaque fois que la criminelle commettait un crime, la détective avait pour mission de le résoudre et si elle ne le résolvait pas, la criminelle lui expliquait comment elle l'avait fait pour lui expliquer un petit peu le process de cheminement. Donc on va découvrir notre héros et cette intelligence artificielle qui vont essayer de résoudre le crime, du père et donc voilà, ça se passe au travers de plusieurs petites histoires. À la base, cette licence, c'était une prépublication dans un roman dans un recueil, de nouvelles japonaises. Donc en fait, chaque chapitre est vraiment une enquête, bien spéciale et bien différente et à la fin, on a quand même un fil conducteur qui nous permet d'arriver à une conclusion de l'histoire. D'accord. Du coup, tu m'as dit qu'elle était sortie en décembre en numérique. On doit s'attendre à une sortie physique, vers quand? Alors ça fait partie de toute la campagne Ulule qu'on a mis en place à partir de décembre, justement pour rebondir sur le second confinement et les ventes de livres qui sont un petit peu écroulées. On a mis en place cette campagne pour promouvoir la sortie papier de tous nos volumes et donc normalement ça sortira courant avril-mai, vu que la campagne de financement s'est achevée avec succès. Donc on a eu aussi pas mal de libraires qui ont participé à cette campagne et donc on pourra aussi retrouver ce livre-là, ce light novel-là dans des librairies spécialisées manga aussi. D'accord. Est-ce que justement, vu que tu en parlais du Ulule, est-ce que tu peux nous expliquer, là, il vient de se terminer, mais quelle était la démarche? Quel était le but, recherché par rapport à cette initiative? Le déroulement un petit peu, comment vous l'avez vécu en interne? Ça a été un petit peu une solution de dernier recours qu'on a mis en place. Courant décembre, on a vu que la situation de la pandémie s'améliorait pas forcément et donc il fallait essayer pas de provoquer un électrochoc, mais d'attirer un gros coup de lumière sur le format qui était le light novel et donc d'essayer de prévendre un petit peu nos livres. Il faut savoir que dans l'industrie du livre, ce qui représente la plus grande partie de l'investissement, c'est les coûts d'impression et les coûts de distribution. Hem, pour donner un exemple, expédier un livre en France à l'heure actuelle, pour un roman pour un de nos romans, c'est environ, 350 grammes. Le coût d'expédition, c'est 6,67 €. Donc derrière, c'est quasi 45 à 50 du prix du livre qui est impacté par ce coût d'expédition. Donc ce qu'on voulait faire, c'était essayer de toucher un maximum de public pour essayer de regrouper un petit peu les coûts de production, regrouper un petit peu les coûts d'expédition et nous permettre d'avoir un second souffle et de proposer de nouvelles choses auprès de nos lecteurs. Donc c'est pour ça qu'on avait choisi ce mode de communication-là. Après c'était aussi, comment dire? Essayer de provoquer cet électrochoc
aux lecteurs pour leur dire: «Attention, le notre maison d'édition est en danger, on a vraiment besoin de vous». On avait vu qu'il y avait eu lors de la sortie du troisième volume, une petite pause au niveau des ventes, puisqu'en fait sur notre boutique, on a rajouté une participation de frais de port à 2 € pour quand on a un seul volume qui est expédié, justement pour ce que je t'ai parlé juste avant. Et beaucoup de nos lecteurs, du fait de notre, rythme de parution, stable, s'étaient dit: «Bon, on va attendre quelques mois que Détective Aïe sorte», par exemple, pour pouvoir l'acheter en papier et cumuler ces ventes-là. Sauf qu'à cette époque-là, on n'avait plus la santé financière pour proposer de nouveaux livres, au format papier. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place ce projet-là, Ulule, pour préfinancer nos livres et apporter ce regain, financier à la société. OK. Et du coup, il y a eu un engouement un peu, particulier dessus? Vu qu'on l'a vu, il a pris, comment dire? Il a été relayé par des personnes pas forcément dans la sphère light novel. Ça a été perçu comment de votre côté, cet engouement? On en est ravis, on le doit en grande partie à notre communauté qui a vraiment fait le tour de Twitter et de tous les réseaux sociaux pour faire connaître le projet. C'était vraiment comment dire? Une intervention, vraiment, de notre communauté qui allait contacter les gens, qui a, fait le point sur la société en disant qu'on avait besoin de coups de main, qu'on avait besoin de soutien, qu'on avait besoin d'exposition. Et donc ça a été je ne sais pas comment le qualifier, mais quelque chose qui nous a vraiment touchés, puisque derrière, il y a eu un dévouement sans faille, de toutes les personnes de la première heure qui suivaient notre maison d'édition et qui ont essayé de faire connaître ce format-là, auprès des fans de manga, auprès des fans de jeux vidéo, auprès de plein de personnes. Et ça a été vraiment, ça nous a vraiment fait chaud au cœur de voir toute la communauté se rassembler autour de nous. Mmh, d'accord. Est-ce que, côté, les pas les aides financières, mais les partenaires économiques, du style, tu as eu des retours, par exemple, de libraires qui n'étaient pas, hem, qui n'étaient pas en partenariat avec vous ou éventuellement des entreprises qui pourraient, investir, en fait, dans la société ou pas? Pour les libraires, non, on a eu principalement des retours de libraires avec qui on avait l'habitude de travailler. Et pour les partenaires privés, ça a été un travail qui a été fait, tout au long de l'année 2020. En fait, voyant la pandémie arriver, ça a été un travail sur lequel j'ai été, plus particulièrement patient et présent pour essayer de trouver des sources de financement alternatifs à la société. C'est un petit peu, ça aussi mon travail à l'heure actuelle, d'essayer de stabiliser la société pour, apporter le soutien financier nécessaire. De dire: «OK, bon maintenant on a assez de budget pour travailler pendant un an, on est tranquille de ce côté-là, on peut se focaliser sur nos traductions». Et en fait, tout ce travail avec les partenaires privés, c'est ce qui a payé sur la fin du projet Ulule où on a eu un gap important. On a eu un principal, partenaire financier qui nous a débloqué, une grosse somme et qui nous a dit: «OK, c'est bon, je peux vous aider pour la société». Et en fait, on lui a dit: «Bah, autant investir dans le Ulule, au moins ça permettra, aux gens de voir, ce projet aboutir, de remercier aussi les fans qui ont participé». Et donc c'est vraiment en fait, l'action de toute la communauté, aussi bien privée, publique, au travers des fans, qui a fait que ce projet Ulule a pu aboutir à la fin. Donc on en est très fiers, c'est le travail de l'équipe, c'est le travail de tous les fans qui nous suivent, qui a permis qu'on arrive, aujourd'hui, à avoir 120 sur le projet Ulule qui s'est fini vendredi soir. D'accord. Maintenant, on peut souffler un petit peu. C'est ça. Hem, est-ce que, comment tu vois l'année 2021 toi, au niveau de la nouvelle? Hem, la voir un peu plus sereinement déjà, dans le sens où on va pouvoir continuer à se focaliser sur la sortie des romans d'Infinite d'Androgramme. Ce que l'on voulait, c'était, vraiment promouvoir les romans après le 5, qui est donc du coup la fin de l'animé, et vraiment apporter quelque chose en supplément de ce qui a déjà été amené aux clients. Alors l'animé est certes rapide avec ses épisodes, et le light novel apportait déjà beaucoup plus de précision ou des histoires complémentaires ou vraiment des détails importants sur l'histoire. Mais on voulait vraiment apporter quelque chose à la suite de ce qui était déjà sorti et d'inédit en France. Ça nous a permis aussi, sur cette année, de proposer une nouvelle licence qui est Détective AI, et c'était quelque chose d'important qu'on voulait mettre en place.
C'était une licence qui soit inédite, heu, en dehors du Japon, qui ne soit pas déjà pré-traduite, enfin qui ne soit pas déjà traduite sur le marché anglais, qui soit pas déjà disponible auprès d'autres personnes. On voulait vraiment, innover sur ce coup-là et proposer quelque chose de neuf à nos clients, et on a pu voir que ça avait beaucoup marché et qu'il y avait eu un réel engouement, au travers de cette œuvre, aussi bien sur le sujet puisque c'est une œuvre policière, que sur l'illustration vu qu'elle est réalisée par vos fans. Donc cette année, pour l'instant, elle se présente mieux qu'il y a une semaine, je le cache pas, et on est en train de revoir un petit peu nos plannings de sortie et de voir tout ce que l'on peut faire, et sur février, on va recalculer nos budgets, voir ce qu'on peut faire et rester à l'écoute de ce que notre communauté, souhaite pour essayer de leur proposer encore quelque chose de nouveau cette année. D'accord. Alors, vu que là, on est serein, j'ai envie de prendre le contre-pied. Hem, Est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce qui aurait découlé si la campagne n'avait pas été, atteinte? Tant aussi bien, du côté de la nouvelle édition que, du paysage du light novel en France, en fait? Hem, je pense qu'on aurait fermé la société courant février. On aurait essayé de proposer une possibilité de faire des dons purs à la société via une page comme Tipeee ou autre, pour essayer vraiment d'apporter, ce second souffle. Mais derrière, c'était un petit peu pour ça qu'on voulait, faire un Ulule. On est une maison d'édition, on n'est pas là pour récolter l'argent directement de nos fans, on est là pour leur vendre des livres et vendre des livres de qualité. Donc à un moment, si on n'arrive pas à trouver, ce public qui adhère à nos livres, savoir aussi renoncer et fermer la société. Donc oui, on aurait pu à une époque, on y avait songé même à commencer à procéder à la fermeture de la société. C'était un plan qui était envisagé courant début janvier. Après ce D'accord. que ça pouvait apporter, au niveau du paysage du light novel, hem, bah, en fait, il faut savoir que quand on a organisé, le projet Ulule derrière, on a comme une obligation morale d'aller contacter notre ayant droit et de lui dire: «Bon, ça va pas super en ce moment, on lance ça et on voit ce que ça donne». Donc il faut savoir que les 2 ayants droit, pour Détective AI et pour Infinite Dendrogram étaient au courant de la campagne Ulule, et c'était une campagne qui était scrutée, par les ayants droit japonais pour savoir si ça allait marcher ou pas. Faut savoir que globalement, les ayants droit japonais sont, très frileux vis-à-vis des campagnes Ulule de préfinancement ou de prépaiement, et ne souhaitent pas trop s'investir sur ce genre de financement de licence, et préfèrent ce qu'on appelle, les minimums garantis. C'est-à-dire que l'éditeur vient à payer, une somme par volume qui est assurée à l'éditeur. Dans le cas d'un Ulule, c'est un petit peu le principe, c'est le tout ou rien, c'est-à-dire que tout le travail est fait, soit ça marche pas. Donc il y a une partie du travail qui peut être perdue, et c'est aussi comment dire? Une prise de risque pour l'ayant droit japonais puisque la licence va être mise en avant, mais elle peut être mise en avant au travers d'un échec. Donc c'est pour ça aussi qu'ils peuvent être parfois frileux à mettre en avant leur licence. Comme on n'avait pas trop le choix, on a fait le nécessaire, ça s'est bien passé. Et on en est content. Si ça s'était mal passé, les ayants droit auraient pu être encore plus frileux vis-à-vis du marché japonais et demander beaucoup plus, comment dire? D'investissement ou de minimum pour garantir le succès d'une licence. On l'a vu au travers de derniers lives, il y a Kuropop qui commence à ralentir sa publication de light novel, notamment sur Goblin Slayer et Slime? Slime, oui, tout à fait. On se rend compte que, trouver un public constant, c'est quelque chose de difficile. Il faut savoir un petit peu se renouveler et apporter quelque chose d'unique un petit peu pour motiver les gens à prendre le light novel. Donc c'est aussi pour ça que je suis là, pour un petit peu promouvoir le format et l'œuvre. Donc beaucoup de gens pensent que le Japon reste distant et ne regarde pas, mais si, bien au contraire, le Japon regarde, les ayants droit japonais regardent et sont attentifs à tout ce qui se passe sur le marché. D'accord. Alors on va passer un petit peu à quelques questions qu'il y a eu dans le Ouais. public. J'en avais une de Nadan qui demandait, est-ce que tu as eu des contacts, au niveau des libraires au Québec? Oui, on a un distributeur au Québec qui s'appelle Anipassion, qui est aussi le distributeur de plein de mangas ou autres. Donc on a des contacts, et on a ce réseau de distribution qui s'offre à nous. Heu, donc heu, donc oui, on a pas mal de contacts grâce à eux.
D'accord. Donc là, vos livres, ils vont pouvoir ou ils sont déjà sortis, au Québec? Pour les 2 premiers volumes, ils sont déjà disponibles au Québec. Pour la suite, je vais reprendre les discussions avec Annie Passion maintenant que le Ulule est passé pour essayer de continuer la diffusion et la distribution de nos romans, directement chez eux. D'accord et au niveau des autres pays francophones, enfin, quand tu achètes une licence et que, tu dis qu'elle sera traduite en français, est-ce que c'est des droits que tu as sur, le monde entier tant que c'est édité en français? Ou est-ce que, tu es limité à certains pays? Alors c'est à la carte, c'est on choisit. Hem, pour notre part, on choisit pour le monde entier et pour la langue française, mais par exemple, on peut se restreindre à sortir un livre uniquement en France, pour la langue française et donc à ce moment-là, on n'aura pas le droit de le vendre, par exemple, en Belgique ou autre. Un autre éditeur pourra acquérir les droits. Pour, la partie des licences qu'on achète, à chaque fois, on les achète pour la licence mondiale. C'est aussi beaucoup plus simple pour nous de distribuer les livres, d'un point de vue mondial, du fait qu'on les distribue en numérique. Ça serait un petit peu une hérésie de vouloir, distribuer un livre au format numérique et de se limiter à une plateforme bien spécifique. Donc d'un point de vue gestion aussi des livres, c'est beaucoup plus simple. On a aussi la chance en France d'avoir, pour une fois, un service d'expédition qui s'appelle le service livret brochure qui nous permet d'expédier des livres à tarif préférentiel dans le monde entier et ça nous coûte beaucoup moins cher d'expédier des livres aux États-Unis qu'en France. Heu, donc du coup, oui, c'est un petit peu particulier, mais du coup, c'est aussi pour ça qu'on a pris un qu'on prend les licences sur le monde, parce qu'on a des facilités d'expédition pour envoyer dans le monde entier. D'accord. Donc vous voyez, lecteurs, si vous voulez des livres de light novel et même si vous n'êtes pas en France, vous pouvez, faire appel à eux. Hem, Là, on va se tourner plus vers l'avenir, au niveau des, nouvelles, licences, parce qu'en fait, ça a été, enfin, c'est souvent, mis sur la table au niveau des fans de comment ça s'appelle? De la culture japonaise, c'est, souvent de proposer à l'éditeur, des choix de nouvelles licences. Comment toi tu vois l'avenir au niveau de la nouvelle? Ça va être chercher, on va déjà essayer de proposer quelque chose d'inédit encore, mais aussi ça va être quelque chose d'important à faire pour nous, c'est de proposer des licences que des gens attendent. Mais il faut savoir que le choix la négociation de licences auprès des ayants droit japonais est bien particulière. En fait, c'est pas parce qu'on débarque et qu'on se présente auprès d'un ayant droit japonais qu'il va nous autoriser à acheter la licence et parfois certains ayants droit nous disent: «OK, on est d'accord pour, sortir», pour donner un exemple, on nous demande beaucoup Classroom of the Elite, mais si demain on veut contacter Kadokawa pour sortir Classroom of the Elite, Kadokawa va nous dire: «OK, la nouvelle édition, on veut bien que vous sortiez cette licence-là, que vous l'achetiez. Par contre, avant, on veut tester le travail avec vous, on veut voir comment est-ce que vous en sortez, comment est-ce que les échanges vont être faits, quelles sont la qualité de vos livres». Donc on n'est plus, friand pour vous donner une petite licence, un one shot ou une série très courte qui nous permet de tester cette qualité de travail qu'on peut avoir avec eux. Donc c'est pas parce qu'on a les moyens qu'on peut, et c'est pas parce qu'on veut qu'on peut aussi. Il y a une certaine confiance à avoir avec l'ayant droit japonais et ça prend du temps à se mettre en place. Certaines, maisons d'édition un peu plus récentes, font confiance assez rapidement et posent pas spécialement de problème. Pour d'autres grosses maisons d'édition, c'est un petit peu plus compliqué et ce premier échange est nécessaire. Donc parfois, on sort des petites licences, mais elles sont aussi là pour mettre en avant le format, pour tester un petit peu le travail avec l'ayant droit. OK. Donc, heu, pour terminer d'expliquer sur les licences, oui, on source beaucoup de grosses licences et des licences qui nous intéressent. Après, on va essayer aussi de se focaliser sur des licences qui sont peut-être pas spécialement sorties en manga. On a beaucoup de demandes au travers de Konosuba, par exemple, mais on a appris, il y a quelques mois que le manga était sorti chez Meian. Donc, on va essayer c'est pas forcément une licence vers laquelle on va se tourner d'un premier abord, puisqu'en fait comment dire? Le lecteur est déjà en partie, rassasié par sa dose d'histoire et va avoir, on va dire, l'histoire plus facilement. Et en France, le lecteur va plus facilement se tourner sur un manga que sur un light novel. Donc il faut aussi savoir faire la part des choses et pas trop risquer sur une licence. Sachant que comme je l'ai expliqué précédemment, les gros titres vont demander des minimums garantis beaucoup plus importants. C'est-à-dire que quand on va négocier une licence, l'ayant droit va nous demander un minimum garanti et va nous dire: «Voilà,
On veut cette somme minimum par volume pour que vous le sortiez. Et certains ayants droit vont nous dire, OK pour, vous n'achetez pas qu'un seul volume, vous achetez 2, 3, 4 ou 5 volumes. Donc on peut vite se retrouver avec 30, 40, 50 000 € investis sur une licence, sans savoir si derrière, ça va être le bon deal et si les ventes vont suivre. Donc c'est un petit peu un pari qui est risqué sur certaines grosses licences. Mmh, d'accord. Et est-ce que tu penses que, ça peut, se traduire par des nouveaux financements participatifs justement de viser certaines grosses licences ou pas du tout? C'est quelque chose que tu envisages pas? C'est l'un des côtés positifs de la réussite du Ulule, c'est qu'on a réussi à mobiliser une bonne partie de la communauté derrière nous. Et du coup, ça va nous permettre d'avoir un certain appui auprès du Japon en leur disant: «Regardez, on a fait un financement participatif, ça a marché, est-ce que vous seriez pas intéressés pour tenter cette licence-là avec ce type de financement?» Sachant qu'on a tant de personnes qui peuvent répondre sur cette licence-là. Donc oui, c'est positif dans ce sens-là et on a l'exemple qui nous permet d'appuyer ce type de financement-là. Mmh, d'accord. Justement, il y a un commentaire de Yérim qui disait que en tant que grande fan de light novel, je suis très content que la novel va élargir le marché du light novel. Donc, Bah, merci. il y a déjà des encouragements, par rapport à ça. OK. Est-ce que alors on va vous laisser 1 ou 2 minutes au niveau du public, si vous avez des questions à poser à Julien. Je sais pas comment je vais combler parce que normalement c'est la fin de mon fil conducteur. Bah, on va vous proposer une nouvelle fois de regarder le comment ça s'appelle? Le trailer de, Infinite Dendrogram qui est actuellement dispo en anime chez, Wakanim, le light novel chez La Novelle. Est-ce que Yann, tu peux balancer le trailer, s'il te plaît? Alors a priori, j'ai pas de questions de la part du Tchan, mais on va revenir, sur en dernier lieu, sur, le processus d'achat et de licence. Est-ce que tu pourrais nous détailler un peu plus comment ça se passe, les validations avec le Japon, hem, de ton côté? Alors en fait, pour expliquer un petit peu le processus, d'achat d'une licence, on va vraiment, quand on commence à se diriger vers une licence, donc contacter l'éditeur. Donc, quand on a la chance de pouvoir, contacter l'éditeur, ça se fait par email. Mais on peut aussi avoir, par exemple, des petits soucis. Par exemple, quand on a voulu, contacter Shinchosha pour Détective AI, ils n'avaient pas d'email, donc il a fallu qu'on leur envoie un fax. Donc c'est un petit peu, le contraste de Japon avec la modernité et puis les anciennes cultures. Donc on se retrouve encore à envoyer des fax au Japon pour contacter certains éditeurs. Et derrière, du coup, on a 2 possibilités. Soit on va se retrouver, à discuter, avec la maison d'édition directement quand ils ont le personnel, ou alors on passe par un agent qui est un sous-traitant, en fait, qui s'occupe de gérer tout ce qui est licence et ça va être, cet intermédiaire-là qui va nous permettre de contacter directement la maison d'édition. Donc on vient fournir après, nos demandes par rapport à la licence que l'on souhaite
Et donc du coup, l'ayant droit japonais va se renseigner et va contacter, l'auteur et comment dire? Son Illustrateur? responsable. Ouais, tout à fait, pour dire s'ils sont OK et si la licence n'est pas bloquée, si on peut la vendre à l'étranger et s'ils sont intéressés pour la vendre à l'étranger. Une fois que la licence est OK, on rentre dans les négociations. Et donc à partir de ce moment-là, on va commencer à négocier ce que l'on appelle le minimum garanti, c'est-à-dire la somme que l'éditeur touchera à minima par volume. Hem et on va négocier aussi le nombre de copies vendues ou imprimées, et on va aussi du coup, négocier à côté le minimum garanti pour le numérique. Il faut savoir en fait qu'il y a 3 types de licences que l'on peut acheter. Une licence pour la prépublication, une licence pour le numérique et une licence pour le format papier. Donc derrière, c'est chaque type de distribution va demander des négociations particulières. Après le pourcentage aussi de royalties que souhaite l'ayant droit, on va aussi lui communiquer du coup le prix de vente hors taxe du livre, et une fois qu'on s'est mis d'accord là-dessus, on vient signer le contrat. On a un petit aller-retour de papier avec le Japon pour, mettre d'accord, et de notre côté, on vient leur fournir le planning de traduction, leur dire: «On estime que la traduction sera finie pour telle date, la mise en page pour telle date, on estime que la sortie numérique se fera à telle date et du coup la sortie papier, à telle date». OK. Le Japon valide et nous dit: «OK, pour nous, il y a pas de problème particulier». Et on entre dans les fameuses étapes de validation où tout ce qui va être lié à la communication ou au roman va être validé. Donc tout ce qui est couverture, page de copyright. Certains nous laissent plus ou moins de liberté par rapport au choix des traductions que l'on souhaite faire, notamment au niveau, du passage en caractères latins des prénoms ou des lieux de ville. Donc c'est, laissé, à l'appréciation, on va dire, de l'ayant droit japonais qui nous dit: «OK, vous avez champ libre, vous faites ce que vous voulez». Hem et donc on envoie nos fichiers, généralement les validations, ça dépend aussi là des éditeurs, ça peut aller des fois de 15 jours, 3 semaines à 2 à 3 mois pour certains. Donc c'est un travail qu'on anticipe vraiment, et c'est pour ça qu'on essaie de leur fournir un planning assez précis, de nos deadlines pour qu'ils ne soient pas non plus pris au dépourvu quand on leur envoie les fichiers. Hem, Par exemple, pour Infinite Dendrogram, lorsque l'on a fait le partenariat avec Studio JM, la partie communication a bien sûr été validée en amont par le Japon. Il a fallu envoyer toutes les images, il a fallu leur présenter Studio JM aussi. Donc ça a été vraiment quelque chose, un long travail qui est fait en arrière, et c'est, une chose que peut-être les lecteurs ne se rendent pas compte, mais on a un énorme travail d'échange à faire avec la maison d'édition. Et ils sont vraiment impliqués à chaque étape de validation du roman, et ils sont vraiment très précautionneux sur ce qu'on peut faire, avec l'image de la série. Donc derrière, ça nécessite vraiment d'avoir leur accord pour faire quoi que ce soit. Après, on sait que lorsque l'on va acheter la licence, on peut acheter soit, la licence complète, c'est-à-dire avec l'illustration, soit sans les illustrations aussi. Donc on a cette possibilité qui nous est laissée de travailler sur notre propre illustration. Par exemple, ça a été le cas sur Détective AI. Comme l'illustration est de vos fans et elle a été faite spécialement pour la licence, on a eu possibilité de soit acheter l'œuvre uniquement, soit acheter la licence. Et toutes les modifications qu'on va faire du coup sur les couvertures ou autres vont être, validées par l'ayant droit et par l'illustrateur. Donc c'est vraiment aussi quelque chose qui est super important, le travail de la couverture. Derrière, on n'a pas trop le droit à l'erreur sur ce genre de travail. Une fois que le roman est fini d'être mis en page au format PDF, on leur envoie les fichiers finaux, et ils nous donnent leur accord sur le bouquin. Certaines maisons d'édition, en fait, veulent juste une partie du travail et pas le travail complet. Donc ça dépend aussi là de ce que l'on peut avoir avec l'ayant droit japonais. Et enfin, à la fin, une fois que le livre sort au format papier, on leur envoie bien sûr quelques volumes pour qu'ils puissent voir le bouquin et le garder pour archive chez eux. Donc c'est vraiment un travail au quotidien avec soit l'agent, soit avec la maison d'édition pour faire que tout le travail qui en découle se passe le mieux possible. D'accord. Alors, je crois qu'on a eu quelques retours du chat. Hem,
J'ai une question de Nao Iring. Est-ce que les membres de la nouvelle édition avaient déjà de l'expérience dans l'édition auparavant? Alors dans l'édition pure et dure, non. Par contre, on avait, un membre de notre équipe qui a travaillé dans le sous-titrage pour Wakanim, qui avait déjà une certaine expérience là-dessus. On avait, plusieurs membres aussi qui étaient, plus ou moins liés, plus ou moins impliqués dans le monde du livre, donc on n'avait pas vraiment d'expérience à proprement parler. On avait une bonne approche de ce que ça nécessitait de mettre en place pour créer sa maison d'édition. D'accord. Hem, une autre question de Nadan. Outre les services, outre les séries, que les fans veulent, quelles seraient là ou les séries que la nouvelle, voudrait sortir à titre personnel? Alors à titre personnel, ça va être, enfin à titre personnel, ça va être pour moi du coup, je suis un gr Logorizon? elle sort déjà donc j'attends les Je volumes sais. avec impatience, mais non, il y a une série que je suis beaucoup, qui est diffusée en anglais chez J-Novel Club, je la lis chez eux. C'est, Oh Realist Hero Rebuild the Kingdom, j'en parle à chaque fois sur tous les lives et en fait, je suis un gros fan de romans, basés sur la stratégie, sur l'économie, donc c'est une série que j'aimerais bien voir sortir. Aldermin and the Sky aussi, j'aimerais bien la voir sortir, en roman. Donc oui, il y a plein de light novels qui sont à la base de manga qu'on aimerait bien voir découler, mais la série Realist Hero Rebuild the Kingdom, c'est pas mal. C'est un isekai qui est plutôt bien foutu et qui aborde certains sujets un petit peu sensibles, notamment comment certaines, parties d'une population peut se faire, entraîner dans des ghettos ou utilisés comme esclaves. Donc il y a certains sujets sociétaux qui sont abordés au travers de cette licence, qui sont super intéressants et j'avoue qu'elle est plutôt pas mal. Le manga a une illustration qui est folle et les illustrations du light novel sont assez sympas aussi. Écoute, je pense que c'est sur ça qu'on va terminer. Je vais commencer par remercier nos partenaires. Ben, déjà Radio Anime, vous pourrez, retrouver l'émission, c'est par ce biais-là qu'on a pu le faire en live. On retrouvera aussi, l'émission sur Ota Conseil, en replay, sur la chaîne YouTube, d'ici quelques jours. Merci à la Nouvelle de s'être prêtée au jeu de l'interview, aux lecteurs enfin aux viewers qui ont été présents et puis, on vous attend pour une nouvelle sortie, la nouvelle de la nouvelle édition. Merci à vous.